trois invités à qui je vais demander chacun un petit commentaire sur ce que vient de dire Ségolène Royal. D'abord Tarek Ramadan, qui est professeur à l'université d'Oxford en Grande-Bretagne, où il est d'ailleurs un personnage très respecté alors qu'il est très controversé en France, et qui publie Muhammad, vie du prophète, les enseignements spirituels et contemporains. C'est aux presses du Châtelet, c'est une biographie de Mahomet très intéressante qui vaut le détour. Alors, Tarek Ramadan. Écoutez, je crois que ce qui a été dit est clair. Il y a des principes de la laïcité, il y a des principes par rapport aux hôpitaux. Et quand on s'y présente, il n'y a pas, quand on se présente dans ce cadre-là, il n'y a pas à pouvoir choisir les choses. Donc il faut rappeler, je suis tout à fait d'accord avec ça, rappeler le cadre laïque. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut faire. Il appartient aussi aux musulmans et aux responsables musulmans de dire que cette attitude-là est totalement contre les principes de l'islam. Ça, c'est très important de l'entendre, de dire qu'il n'y a pas à imposer à une femme, dans le cadre médical, de n'être soignée que par des femmes. Ça n'est même pas islamique. Donc il y a deux choses à faire, un travail critique à l'intérieur de la communauté musulmane et un rappel du cadre laïque. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est de ne pas prendre un cas et le généraliser. Des millions de Français de confession musulmane vivent tout à fait dans ce cadre-là, il faut le rappeler. Jeannette Bougrabe, alors vous êtes maître de conférence à la Sorbonne, membre du Haut Conseil de l'intégration et puis secrétaire national de l'UMP. Oui, moi je trouve que cette situation est grave et qu'on a tendance parfois à la minimiser un peu. Je voulais juste rappeler les travaux de la commission Stasi, ce qui a fait basculer en tout cas la commission Stasi sur la question de la loi sur les signes ostentatoires, c'est le témoignage des infirmières qui vivaient au quotidien la violence qu'elles subissaient de la part d'hommes qui estimaient que ni les infirmiers, ni des médecins, ni des anesthésistes ne devaient en tout cas toucher le corps, soit de leur mère, soit de leur femme, soit de leur fille. Voilà. Et pour moi, là-dessus, il n'y a aucune négociation. C'est pas un travail qui est lié, enfin, moi, il ne m'appartient pas de faire un travail sur la communauté musulmane. Il m'appartient, en tant que politique, en tant que citoyenne, d'affirmer des principes qui sont valables pour toute personne usagée du service public, qu'il soit musulmans ou pas, et on parle des musulmans, mais il y a d'autres problèmes liés à la religion, et notamment la question des témoins de Jéhovah. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes et que je regrette un petit peu, Jacques Chirac, lorsqu'il a fait son discours à l'Élysée, lorsqu'il a annoncé la loi sur les signes ostentatoires, il avait parlé d'un deuxième volet d'une loi sur la question de la santé. Et ça, j'attends désespérément ce deuxième volet de la loi, parce que je pense qu'une charte, ce ne sera pas suffisant, mais qu'il faudra adopter une loi sur la question des hôpitaux. Alors, troisième invité, Jean-Paul Briguelli, professeur agrégé de lettres, un homme en colère qui publie un nouveau best-seller, il en publie sans arrêt d'ailleurs. Celui-là, c'est Une école sous influence ou Tartuffe roi, hein, c'est l'auteur de La fabrique du crétin, c'est toujours chez Jean-Claude Gazievitch. Et puis, il y a un autre livre où il a collaboré, c'est L'école face à l'obscurantisme religieux, c'est un volume avec beaucoup de contributions sur l'éducation nationale, c'est chez Max Milo. Alors, j'aimerais beaucoup croire, comme Tarek Ramadan, que cette anecdote est isolée. Le problème, c'est que justement, comme cela avait été démontré devant la commission Stasi, c'est un problème très général, qui se renouvelle régulièrement, et le fait que ça se passe chez un gynécologue est au fond d'un symbolisme très significatif. À l'époque où Raymond Barre était Premier ministre, en 1976, je pense, il y a eu la loi Veil, qui, une fois pour toutes, disait clairement que les femmes étaient propriétaires de leur ventre. Ce que signifie la remarque d'un homme qui interdit au gynécologue de toucher sa femme, etc., c'est que dans certaines croyances, disons dans la version exacerbée de certaines croyances, les hommes pensent toujours être propriétaires du ventre des femmes. Ça dénote également une incertitude sur leur propre virilité que je trouve bizarre, finalement. Alors, Jean-Paul Briguelli, vous y allez très fort hein, dans votre livre, Une école sous influence ou Tartuffe roi. Vous parlez d'islamisation de l'école, vous dites qu'on donne droit de cité maintenant en France à l'obscurantisme, puis vous donnez des exemples. Vous dites par exemple, on ne peut plus parler de Darwin et dire que l'homme descend du singe. Hein, parce qu'immédiatement, il y a un élève qui intervient. Mais est-ce que c'est pas le droit non plus des élèves de contredire le maître de temps en temps ? Alors c'est tout le problème. Tout le problème, c'est que nous sommes partis de cette... il y a une date apocalyptique, si vous voulez, dans l'histoire de l'enseignement, qui est juillet 89. 1989, bien sûr, pas 1700. Donc 200 ans après la Révolution, voilà que Lionel Jospin se dit qu'il va laisser une trace dans l'histoire. Il a laissé une trace dans l'histoire, effectivement. Il a mis l'élève au centre. Il a dit qu'il allait construire tout seul ses propres savoirs. Et il lui a donné la liberté d'expression. 2 mois plus tard, éclatait la première affaire de voile. Septembre 89 à Creil.
Et un certain nombre d'autres depuis. Et vous voulez le mettre, le prof, au centre, hein. On sent bien ça chez vous. Hein. C'est pas le prof au centre. L'élève a toujours été au centre. L'école est faite pour lui. Mais l'école est faite pour lui donner des savoirs spécifiques, lui donner le langage commun de la République, lui donner la culture de la République et établir une différence extrêmement nette et franche. C'est le problème même de la laïcité entre ce qui est du premier cercle, c'est-à-dire le cercle familial, le cercle sociétal, le cercle linguistique ou religieux, et ce qui est du deuxième cercle, le cercle civil, celui qui est de l'ordre de la loi, de la formation, et où là, les questions religieuses n'ont pas à pénétrer. Alors, dans votre livre, vous donnez des tas d'exemples. Par exemple, les garçons de maternelle qui refusent de se mettre en rang derrière les petites filles. Vous parlez aussi des des créatures maris. inférieures, tout le monde sait ça. Vous parlez aussi des maris qui se tiennent debout derrière les épouses pendant les épreuves afin de contrôler les regards des autres hommes. Ça, vous dites que vous avez vu ça, non? Ça, je l'ai vu, et d'ailleurs, le mari et l'épouse ont été exclus de l'épreuve. L'épouse était d'ailleurs arrivée voilée. Enfin, c'est un cas isolé, ça, comme dirait Tarek Ramadan, non? C'est un cas tellement peu isolé que Jean-Pierre Robin, inspecteur général de l'Éducation nationale, dès 2004, avait, avec d'autres d'ailleurs, concocté un rapport. Le célèbre rapport Robin, oui. Voilà, que l'administration de l'Éducation nationale a gardé sous le coude assez longtemps, ouais, sur ce qui se passait effectivement dans les établissements scolaires. Et ce qui se passe, c'est... On a exclu le voile, on a exclu les signes religieux ostentatoires. Mais ce qu'on avait fait sortir par la porte est rentré par la fenêtre. Alors, si c'est vrai tout ça, alors que font les politiques, Raymond Barre? Je crois que les politiques, en matière d'éducation, se sont laissés prendre par des théories qui se disaient modernes. Qui se disaient modernes, vous avez bien raison, monsieur. C'est ça, c'était être moderne. Ne pas tomber dans les habitudes du passé. Moi, mon idée est très simple. C'est que l'école, le collège, le lycée, l'université doit comporter une discipline. Il n'y a pas de formation s'il n'y a pas une discipline. Vous êtes très briguéliste, monsieur Barre. Pardon ? Vous êtes très briguéliste, monsieur Barre. Mais il ne le savait pas, mais il le sait depuis quelques instants. Nous sommes universitaires tous les deux. Et nous avons fait notre métier. Il est quand même insupportable de voir la façon dont, à l'heure actuelle, des professeurs d'université, des professeurs de collège, des instituteurs acceptent le comportement insolent, mal élevé de ceux des étudiants ou des élèves auxquels ils ont affaire. Vous pensez que les élèves doivent se lever en classe quand le prof rentre? Oui. C'est tout à fait comme normal. Autrefois, oui. Écoutez, moi, je connais un peu les universités étrangères. Allez donc dans une université britannique, une grande université britannique, et allez dans une université française. Chez Tarek Ramadan, par exemple. Ils se lèvent chez vous, les étudiants, quand vous entrez, Tarek Ramadan? J'ai connu un temps où on faisait des enseignements en robe. Je ne vous dis pas. Non, on fait plus d'enseignement. En tout cas, à la Sorbonne. Et à la Sorbonne, comment ça se passe? À la Sorbonne, ça se passe bien. J'ai jamais eu de problème, en tout cas, avec de discipline, en tout cas, parce que quand il y a un problème, moi je le règle. Et si ça se passe mal, j'exclus la personne de ma salle de classe ou de mon amphi. J'ai aucun problème. Oui, mais elle part quand vous lui dites de partir. Elle s'en va. Oui, vous arrivez à me faire entendre. Oui, parce que vous faites régner la discipline. Je fais régner la discipline. Et bien sûr, madame. Mais là, nous sommes tout à fait d'accord. J'ai pas besoin de robe, en tout cas, pour la faire régner. C'est l'essentiel. Et donc voilà. Il y a deux choses, à mon avis, essentielles dans l'école. C'est la discipline et c'est d'autre part la formation. La formation, c'est pas l'épanouissement de l'être, comme monsieur Jospin, bien inspiré d'ailleurs par des sentiments généreux, avait voulu. Si on laisse les élèves s'épanouir, que ne va-t-on pas voir? D'ailleurs, on le voit à l'heure actuelle. Alors, il y a un truc aussi terrible dans votre livre, c'est que vous dites qu'il y a des auteurs maintenant qu'il faut envoyer aux oubliettes. Hein, ça a commencé même en dehors de France. Je veux dire, Voltaire, le Mahomet de Voltaire a eu des problèmes en Suisse. C'est pas une très bonne pièce quand même. C'est pas une pièce extraordinaire. Elle est assez mauvaise. Mais j'ai eu moi-même des problèmes parce que j'étudiais un passage du dictionnaire philosophique de Voltaire sur Abraham. Il a fallu
j'ai été menacé de mort. C'était quoi dans ce texte? Qu'est-ce qu'il y avait? Il explique qu'Abraham, c'est des choses qui sont connues, qui sont dans la Bible et ailleurs, qu'Abraham a fait un petit peu le maquereau quand même avec Sarah, qu'il a prostitué 1 ou 2 fois pour acquérir de grandes richesses. Et dit Voltaire, citation directe, il devint fort riche du chef de sa femme. Voilà, c'est tout. Mais en plus de ça, vous contresignez Tariq Ramadan, parce que j'ai vu en lisant le Muhammad là, que vous lisiez beaucoup la Bible, vous la citez d'ailleurs. Vous contresignez Non, mais ça, ce sont des faits qui sont rapportés. Maintenant, après, on peut discuter de la réaction des gens vis-à-vis de ces lectures. Et je crois que c'est important de dire que l'école est un sanctuaire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas y toucher, qu'on doit arriver nu quelque part et laisser de côté ses opinions religieuses, ses opinions politiques, et qu'on arrive là avec un transfert. Mais ce que je trouve un peu surprenant, c'est que il y a une responsabilité des familles, parce que là aussi, il y a aussi une très grande dévalorisation et que les parents ne remplissent plus tout à fait leur rôle qu'ils devaient faire. Et on remet systématiquement en cause l'autorité de l'école. Parce que l'école ne pourra pas tout faire si effectivement derrière, la famille, les parents ne sont pas là pour inculquer un certain nombre de principes. Oui, mais c'est le sens profond de la laïcité, madame. Tout à fait. On respecte les opinions de tout le monde. Mais on fait les choses comme elles doivent être faites dans le lieu où l'on se trouve. Tout à fait. À l'école, on enseigne et on apprend. Pour le reste, on va voir sa famille, les aumôniers, et ainsi de suite. Oui, mais Monsieur Raymond Barre, je suis d'accord. C'est le sens profond de la laïcité. Mais Jaurès avait dit quelque chose qui est vrai et qui sera toujours vrai. La République est laïque et elle est sociale. Et quand on parle de l'école où il faut transmettre du savoir, il faut considérer les conditions dans lesquelles les élèves peuvent être dans l'acquisition du savoir. Il y a aujourd'hui, objectivement, des conditions sociales qui font que, quelle que soit la discipline à laquelle vous faites face, quel que soit le cadre scolaire dans lequel vous êtes inséré, l'acquisition du savoir est déficiente parce que les conditions sociales le sont. Je sais bien. Et aujourd'hui, on est obligé. Alors moi, je veux bien qu'on dise l'école et qu'on restructure et puis qu'on en fasse un sanctuaire. Le sanctuaire, si c'était l'église scolaire, il est au milieu d'un village et d'une ville et d'une cité. Et dans cette cité, aujourd'hui, nous avons besoin peut-être de beaucoup plus de politiciens courageux qui proposent des politiques sociales, qui revoient ceci. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même en France des écoles qui fonctionnent à 2 vitesses. On n'a pas les mêmes possibilités d'accès dans les banlieues. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je pense qu'au contraire, c'est dangereux d'avoir un tel discours parce qu'en réalité, il y a des principes qui ne sont pas négociables. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les principes. Si, parce que les principes, ils sont dans un contexte. L'excuse sociale pour justifier éventuellement... Si, c'est une excuse sociale. Moi, je vois bien, si je prends mon cas personnel, j'ai l'impression que si j'étais une jeune fille aujourd'hui de 15 ans dans un lycée, la situation serait différente qu'à mon époque. Pourtant, mes parents viennent d'Algérie. Ce sont des paysans qui ne savaient pas lire et écrire et pourtant j'ai eu la possibilité de m'épanouir intellectuellement et d'avoir un vrai parcours de liberté. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc moi, l'excuse sociale qu'on doit insérer l'école dans un... Pourquoi est-ce que c'est fini? Pourquoi est-ce que c'est terminé aujourd'hui? Non. Je veux dire, moi, je trouve qu'aujourd'hui... Est-ce que c'est terminé parce qu'il y a plus de musulmans visibles ou est-ce que c'est terminé parce qu'on est en train d'islamiser des questions sociales? Moi, je suis désolé, quand j'entends le discours qui consiste à dire, écoutez, il y a tels élèves qui ne veulent pas entendre la question de l'extermination des Juifs, il y a tels élèves qui s'opposent. Je suis complètement d'accord qu'il faut de ce point de vue-là être strict. D'abord, pas de dispense concernant les cours et clairement, le cours doit être dispensé et la matière doit être transmise. Mais vous ne pouvez pas sortir les réactions ou extraire ou oublier que ces réactions sont dues à des conditions sociales, des gens qui vivent et avec lesquels il faut pouvoir apporter des réponses. Ce ne sont pas des excuses, ce sont des excuses. Parler des conditions sociales. Oui. Pourquoi n'adaptons-nous pas l'école aux divers groupes sociaux qui sont représentés dans cette école? On veut mélanger des gens très différents. Moi, je crois qu'on va fatalement à l'échec. Dans les lieux où il y a des conditions sociales que nous connaissons et que nous déplorons, il faut que les enfants puissent être placés dans des conditions de travail qui ne leur soient pas imposées comme à leurs camarades qui appartiennent à des milieux évolués, mais qui tiennent compte de leurs spécificités. On ne veut jamais en France dire qu'il y ait des écoles affectées à certains groupes d'élèves et d'autres écoles. Pourquoi il faut l'unité républicaine?
Nous allons à la catastrophe. C'est pas une question d'unité républicaine. C'est là, les choses sur lesquelles on parle en ce moment, c'est des questions de principes fondamentaux. Ils ne sont pas négociables. C'est-à-dire que moi, je ne négocie pas la question de l'égalité, je ne négocie pas la question. Mais personne ne dit ça. Personne ne dit cela. Ne pas négocier sur les principes ne veut pas dire ne pas tenir compte des réalités sociales dans lesquelles les gens vivent. Une des manières de tenir des réalités sociales, c'est de remettre l'école, que l'école soit un sanctuaire. Et par exemple, pour les parents qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas pu suivre des études, c'est faire de l'aide aux devoirs au sein des établissements scolaires, assurés par des professeurs de ces établissements qui font l'objet d'une neutralité dans le service public. Et pas nécessairement par des organisations externes, loi de 1901, des associations dont on ne sait pas qui les contrôle. Alors, la morale du livre de Jean-Paul Briguely, Une école sous influence, c'est quand même, je caricature à peine, assez de démocratie, assez de tolérance, plus de république. C'est le débat actuel. On a appelé démocratie ce qui est en fait un renoncement aux exigences républicaines. On parlait tout à l'heure de Ferdinand Buisson qui a créé l'idée de laïcité. Ça a été créé par Jules Ferry et ses continuateurs contre l'Église catholique qui à l'époque tenait une très grande partie de la structure enseignante. Ça a été réussi en une trentaine d'années, à peu près 30-40 ans. En 1920, c'était réglé. Il faut absolument comprendre que l'école, lorsque Madame parlait de l'école comme sanctuaire, je lui sais gré, en étant de l'UMP, de citer Jean Zay, qui était quand même un ministre de gauche, et qui disait lui-même que l'école devait effectivement rester à l'écart des tensions extérieures. L'école doit effectivement, d'une façon ou d'une autre, apprendre... C'est très dur. Ah oui, mais c'est-à-dire... L'actualité, elle est dans les cours d'école. L'actualité peut être dans la cour de l'école. Les problèmes sont peut-être dans la cour de l'école. Quand on revient en classe, on est là, comme disait M. Barre, pour apprendre des choses précises. Je vais prendre un exemple précis. Vous disiez tout à l'heure, les enfants vont s'épanouir. Ils s'épanouissent pas du tout. Parce que pour s'épanouir, pour arriver même à s'exprimer, comme disent les tenants des lois de 1989, pour arriver à s'exprimer, il faut le langage. Ce langage, ils ne l'ont pas, parce qu'ils ne l'apprennent plus, parce qu'ils n'apprennent plus les règles de grammaire. Il y a une phrase incroyable dans votre livre, c'est quand vous dites « La tolérance peut être une arme létale, c'est-à-dire mortelle, contre l'intelligence ». Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que nous sommes dans un État... Excusez-moi, monsieur Barre. Nous sommes dans un État où il faut déclarer la guerre à l'intolérance et être intolérant à l'intolérance. C'est-à-dire qu'il y a un degré supérieur de la tolérance, qui est la tolérance, au fond, aux idées des Lumières, aux idées qui ont fondé la République, aux idées qui ont fondé une culture qui non seulement est la culture française, mais qui est une vision universaliste de la culture et qui englobe également toutes les autres. Je rentrerai dans la culture française des choses qui viennent, y compris la culture arabe. Je veux dire, Averroès, finalement, c'est à nous aussi. Mais juste pour... Enfin, quelque chose... Je trouve... Enfin, moi, je ne vais pas citer de grands hommes politiques du passé pour éventuellement justifier d'une situation actuelle. Citons les grands hommes politiques du présent. Voilà, je pense que déjà, on a suffisamment à faire. Donc, c'est vrai, je suis à l'UMP, je défends l'école, je défends le principe de laïcité parce que je suis une femme et peut-être plus que vous, je sais ce qu'éventuellement est le fondamentalisme et éventuellement l'agression parce qu'on est femme. Donc, permettez-moi, en tout cas, de m'approprier ça et ne me dites pas, vous êtes de l'UMP, je suis de l'UMP, je suis fière. C'était même pas une pique. Oui, mais ça paraît comme ça, donc je tiens à mettre les choses au clair. Je suis de droite, je n'ai aucun complexe là-dessus. Je suis issue de l'immigration, on a longtemps pensé qu'être issu de l'immigration, fallait être à gauche. Je ne suis pas, parce que j'ai eu un parcours de liberté et que ce que je le dois grâce à mon travail, à celui de mes parents, pas à celui de mon... Le problème qui montre que vous êtes bien de droite, c'est que vous êtes en train de produire de droite, et vraiment à droite. Ça veut dire que je suis bien intégrée puisqu'on me parle Si vous voulez, mais moi ce qui me paraît le plus évident, c'est quand même une pensée extrêmement élitiste. Extrêmement élitiste, j'y suis parvenu, et donc quand j'y parviens, ça veut dire que tout le monde y parviendra, ou doit pouvoir y parvenir de la même façon. J'aimerais quand même dire une chose dans votre discours, quand vous dites la guerre à l'intolérance. J'ai quand même l'impression de la façon dont vous dessinez l'espace scolaire, on a vraiment l'impression d'un nouveau dogmatisme, d'une espèce de lieu où rien n'évolue, il doit être posé et imposé. Or écoutez, l'école, et vous l'avez dit, le centre de l'école, c'est l'élève. Or la France a changé. La France aujourd'hui, ce sont des citoyens, et ces citoyens ont changé. Et il va falloir tenir compte, toujours avec les principes de l'école, qu'il faut toujours garder et pouvoir tout enseigner, mais il faut tenir compte aussi de la mémoire de ces élèves aujourd'hui qui participent de la France. Que va-t-on dire? Quand vous dites Averroès, c'est aussi nous. Mais il faut aller plus loin que cela. Les jeunes qui constituent la France aujourd'hui,
Oui, et qui sont la France d'aujourd'hui et de demain. Ils ont la mémoire de l'Afrique du Nord, ils ont la mémoire de leur culture. Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple dans les programmes scolaires, intégrer de façon objective les mémoires plurielles qui constituent la France pour pouvoir construire la France plurielle de demain? Est-ce que cela, ce n'est pas une évolution même dans les programmes? J'ai l'impression que vous nous présentez une école dans laquelle elle est figée, elle s'impose pour ne rien se voir imposer. Monsieur Ramadan, c'est incroyablement curieux. Parce que vous dites, la France a changé. Mais la France n'a jamais cessé de changer. J'arrive moi-même, je suis aussi un petit enfant de l'immigration. Oui, mais il faut dire mes ancêtres italiens sont arrivés dans les années 20, fait, et se sont intégrés d'ailleurs fort bien. Ça n'a pas toujours été facile du côté de Marseille. J'ai en classe des élèves qui arrivent d'Afrique du Nord, d'Espagne, de partout. Absolument de partout. Il faut tenir compte de ça, oui ou non? Je vais dire une chose très claire quand même, c'est que les programmes d'histoire, par exemple, qui ont voulu tenir compte de ça, rendent les choses radicalement ingérables, parce que sur les événements des 20 dernières années, en fait, ou même des 30 dernières années, les réactions sont épidermiques. Je cite dans mon livre cette phrase de Chou En-lai, à qui on disait « Que faut-il penser de la Révolution française ?» et qui disait « Il est un peu tôt pour en juger ». L'histoire immédiate est une histoire. Non, l'histoire immédiate est une histoire sur laquelle on ne peut rien dire. Alors, parce que on parle actuellement beaucoup de citoyenneté, par exemple. 3 secondes. On parle beaucoup de citoyenneté, mais je vous le dis très franchement, c'est pas en étudiant l'histoire immédiate qu'on va arriver à former le citoyen, c'est peut-être en étudiant à nouveau Démosthène et Plutarque. Non, mais pas seulement, mais aussi la mémoire plurielle d'autres. Et ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que par rapport à ces jeunes qui constituent la France ne cesse pas de changer, mais il va falloir en tenir compte aussi. On en a toujours tenu compte. Non, mais vous dites, les réactions sont épidermiques, donc on évite les sujets, mais c'est le contraire, parce que les réactions sont épidermiques, c'est à l'école qu'on construit l'esprit critique. C'est qu'à l'école qu'on construit la distance intellectuelle de pouvoir l'imposer, de pouvoir dire en même temps, nous enseignerons le génocide et la Deuxième Guerre mondiale, mais nous enseignerons aussi la colonisation, nous enseignerons aussi la mémoire de l'exil. C'est cela qu'il faut intégrer objectivement et positivement, et non pas parce que les réactions sont épidermiques, on évite les sujets. Et la deuxième des choses que j'aimerais dire, aujourd'hui nous sommes en mal de citoyenneté. Ce qu'il faut constituer et construire dans les banlieues françaises, c'est une vraie conscience citoyenne. L'éducation civique, qui va la faire si ce n'est pas l'école qui prend cela en charge? Or, l'école, pour enseigner, et le civisme doit tenir compte des conditions sociales. Sans conditions sociales, le civisme, c'est un vœu pieux dans les nuages. C'est une pensée d'élite qui ne touche pas la base. C'est absolument sidérant, je vous le dis très franchement, que pour un musulman, vous soyez à ce point jésuite. Alors, je vais vous dire une chose très précise. Restez dans l'ordre du rationnel et restez dans l'ordre du poli. Vous êtes en train de mélanger quelque chose qui est de l'ordre du passionnel, c'est-à-dire ce que l'on importe de la maison vers l'école, et ce qui est de l'ordre du rationnel, c'est-à-dire ce qui s'étudie à l'école. Allez, on va faire un peu d'histoire des religions maintenant. Le Mahomet que vous nous racontez, Tarek Ramadan, n'a pas grand-chose à voir avec le Mahomet que nous décrit Jean-Paul Brigelli. C'est-à-dire le vôtre, à vous, dans votre livre Muhammad, c'est-à-dire vous avez pris l'expression phonétique. La translittération immédiate. Voilà, Muhammad, vie du prophète. Le vôtre, il est amour. Amour des autres. Oui, mais parce que, d'abord, c'est une biographie dont, dès le départ... Vous allez étonner beaucoup de gens. Oui, mais parce que beaucoup de gens entretiennent un certain nombre de propos qui ont pu être rapportés par des orientalistes ou confondent parfois l'attitude de certains musulmans avec ce que sont les enseignements islamiques. Et moi, ce que j'ai essayé, c'est de me plonger dans une vie, mais avec un regard qui est personnel et d'extraire de cette vie les enseignements spirituels et contemporains pour mettre en évidence, effectivement, que c'est un parcours spirituel extrêmement profond et que ce qu'on a pu dire, par exemple, sur l'interprétation d'actions par rapport aux chrétiens ou par rapport aux juifs, doivent être mises dans leur contexte et surtout ne pas comprendre certaines de ces situations comme l'essentiel du propos et du message. On apprend plein de choses dans votre livre. D'ailleurs, vous commencez fort, c'est-à-dire vous nous expliquez que Mahomet fait partie de cette grande nation annoncée dans la Bible. Vous dites que c'est le fils d'Abraham, enfin un descendant d'Abraham et d'Ismaël. C'est-à-dire, vous nous dites, vous accusez ici par certains, pas par tout le monde, d'être antisémite, vous nous dites, Mahomet est juif.
Il est de la... Oh, non mais attendez, non seulement il est de cette grande filiation-là, sémite, hein, le sémitisme bien entendu, alors là-dessus il n'y a absolument aucun problème, il a épousé une juive et il a protégé des tribus juives, et la seule circonstance qui était dans un conflit spécifique essentialisé par rapport à l'islam est une erreur d'interprétation de ce point de vue-là. Un de ses meilleurs amis enfants a été un juif qui l'a accompagné jusqu'à la mort. Donc je crois qu'il ne faut pas, absolument pas, considérer ce propos, cette réduction. Et c'est ce que je dis aujourd'hui aux musulmans. La critique, par exemple, du gouvernement israélien ou de la politique d'Israël, elle est légitime, on peut la faire. Elle ne pourra jamais justifier ni légitimer une quelconque proposition antisémite. L'antisémitisme, c'est contre l'islam, c'est anti-islamique. La critique de n'importe quel État, fût-il l'Arabie Saoudite, ne fait pas de moi un islamophobe ou un antisémite quand je le fais. Alors, il y a quelque chose que j'ai aimé dans votre livre, c'est le rôle que vous assignez à l'ange Gabriel, parce que l'ange Gabriel, il se balade dans toutes les religions, hein. On le voit chez les juifs, chez les chrétiens, et puis chez les musulmans. Il a un rôle très important dans la caverne d'Hira. Il pousse Mahomet à écouter écouter la révélation. Oui, il est le médiateur entre le divin et l'humain, mais ce qui est très très important aussi, c'est que l'ange Gabriel, c'est le dénominateur commun de toute la tradition monothéiste. Et donc, dans la tradition juive comme dans la tradition chrétienne, nous sommes dans la même ligne. Et ce qui est dit au dernier des prophètes, c'est qu'il n'apporte rien de nouveau vis-à-vis du Père, Abraham, et des autres prophètes, Moïse et Jésus. C'est cela dont on a peut-être besoin aujourd'hui. On a peut-être besoin de cette approche-là de l'intérieur qui dise combien nous avons en commun, alors que nous sommes en train de construire une Europe de la division qui serait strictement judéo-chrétienne, gréco-romaine, dont l'islam serait absent, dont nos valeurs seraient absentes. Tout cela est d'abord une erreur scientifique, une erreur de l'histoire, et puis surtout, quand on approche la religion, une erreur de réduction du fait religieux. Ouais, mais est-ce que vous ne poussez pas un peu quand même quand vous décrivez Mahomet comme un homme très doux, hein, qui ne rechigne pas aux tâches ménagères même, hein, vous dites. Attendez. Oui, mais c'était aussi un guerrier. Ben oui, non, il a été, et ça je le dis dans le texte, il a été dans des situations de guerre. Maintenant, après, il faut essayer de voir, est-ce qu'il a été celui que certains orientalistes ont dessiné, et même parfois certains musulmans dans leur interprétation, celui qui portait à la guerre, ou celui qui a résisté à l'oppression pendant 13 ans à la Mecque, puis ensuite à Médine, a résisté à des attaques parce que ceux qui étaient les Mécois, auquel il avait échappé, voulait exterminer sa communauté. C'est dans cet angle-là que je mets en évidence le concept de djihad qui est résistance légitime à une oppression, jamais guerre offensive, jamais guerre pour la guerre, et justement simplement légitime défense dans toutes les circonstances, et résistance même au niveau spirituel, résister à ses propres tentations, résister à l'oppression, c'est ce message-là. Et donc moi ce que je voulais faire, c'est entrer dans le profond de ces enseignements spirituels et contemporains pour apporter une autre image, mais qui reste celle dont il faudrait qu'on entende, celle que la majorité des musulmans, des millions et des millions de musulmans auxquels ils adhèrent, et quand on entre par cela, c'est une bonne introduction à l'islam aussi. Vous aurez encore du travail, hein, parce que si Mahomet, enfin Muhammad, comme il faut dire, était cet homme-là, comment vous expliquez la violence des intégrés, enfin des islamistes qui se réclament de lui? Le problème que nous avons, comme dans toute religion, mais pas simplement comme dans toute religion, même comme dans les idéologies, ça n'est pas forcément la source qui est le problème, c'est le regard des lecteurs et des interprétations. Nous l'avons eu avec le judaïsme, nous l'avons eu avec le christianisme, nous l'avons eu avec le marxisme, nous l'avons avec l'islam. Il y a quand même de la violence dans le Coran, on peut pas dire le contraire. Il y en a dans la Bible, mais il y a des phrases terribles. Hein. J'ai vu par exemple la sourate de la Génisse à propos des ennemis de l'islam, tuez-les tous, partout vous les trouverez. Justement, bon, en même temps, c'est vrai que dans la même sourate, verset 195, Allah pardonne, il est miséricordieux. Contradiction non, pas contradiction. C'est un texte qui est révélé dans une histoire particulière de 23 années, et il faut le contextualiser. Il faut contextualiser les versets et ne pas les essentialiser. Et ça, c'est le vrai problème qu'on a avec les littéralistes. Aujourd'hui, le vrai conflit, le vrai débat que nous avons à l'intérieur du monde de l'islam et des communautés musulmanes, c'est celui avec un certain nombre de lecteurs, de savants musulmans qui prennent le texte et qui littéralement l'interprètent et qui justifient la guerre. À ceci, il faut dire que c'est une erreur d'interprétation, c'est une erreur inacceptable et que nous condamnons, raison pour laquelle il faut prendre des positions très claires et des positions critiques au nom du message de l'islam contre ceux qui justifieraient la mort d'innocents. Je suis très content de vous entendre dire qu'il faut contextualiser l'islam et d'ailleurs toutes les religions. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire contextualiser? C'est rappeler de façon très
sérieuse. À quel moment est-ce que cela est né? Dans quelles conditions? Dans quelle mesure une religion était le produit d'un environnement, d'un contexte, etc. Et dans quelle mesure cette religion ne s'est pas fixée pour l'éternité, puisque le contexte lui-même ne s'est pas fixé pour l'éternité. Il faut bien dire une fois pour toutes que, par exemple, très certainement, le monothéisme était un progrès par rapport au polythéisme. C'est une idée qui court, c'est le désenchantement du monde, etc. Et que c'était le pharaon Akhenaton qui en avait eu l'idée, voire Freud, Moïse et le monothéisme. Hein, il faut dire une fois pour toutes quand même que l'historicité d'Abraham est extrêmement suspecte. Voir Michel Onfray, le traité d'athéologie. Il faut dire enfin que ces apparitions de l'ange Gabriel me laissent quelque peu perplexe. Dans la biographie telle qu'elle nous est présentée, que j'ai lue avec intérêt d'ailleurs, parce qu'au fond, c'est un conte, et je vois bien d'ailleurs dans toutes les religions la part de conte qui plaît d'ailleurs aux enfants et au cerveau d'enfants. Merci, c'est très gentil. Absolument, je veux dire, je vois en vous la part d'enfance, si vous voulez. C'est gentil, tant qu'on s'arrête là, ça va. Si ensuite vous considérez que je suis infantile, ça pose problème. Non, je veux dire, la part d'enfance, je suis sûr que vous aimez les contes, hein, effectivement. Mais j'essaie, moi, enfant des Lumières, en quelque sorte, de ramener cela dans le réel, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai un tout petit peu dépassé Abraham et le Père Noël, et je suis revenu à Voltaire. Vous n'avez pas un peu la sensation, parfois, dans le propos, d'avoir une petite touche d'arrogance à l'endroit de ce que certains peuvent croire, un tout petit peu de hauteur. L'arrogance, elle est venue de toute cette culture accumulée, c'est-à-dire du fait que on a depuis Moïse quelque chose comme 40 siècles, et d'ailleurs l'historicité de Moïse était le même sujet à caution. On a depuis Mahomet, excusez-moi pour Mahomet, mais vous savez, je dis Mahomet comme je dis Florence. Faut pas m'en vouloir, on ne dit pas Firenze, c'est une habitude. Depuis Mahomet, on a 1400, 1500 ans d'évolution, et le contexte a drôlement changé quand même. Hein. De ce point de vue-là, comme disait François-Olivier Gisbert, comment peut-on comprendre encore des fondamentalistes ou des littéralistes qui s'attachent à la lettre même d'un texte, même pas écrit d'ailleurs, mais rapporté... Non, il fut écrit. Il fut écrit au bout du compte. Il fut écrit. Non, bien sûr qu'il fut écrit. Mais il ne fut pas écrit par celui à qui on l'avait dicté. Il ne savait pas écrire. Donc là, on a un phénomène absolument extraordinaire où un analphabète, d'une façon ou d'une autre, crée un texte sur lequel une tradition entière va s'ancrer. Moi, je vous trouve terrible en fait tous les deux. Voilà, je trouve assez difficile. Je sais pas d'être entre. Vous êtes dans les deux extrêmes systématiquement. Je pense qu'il est extrêmement difficile et jamais moi je ferai partie de ceux qui attaqueront l'islam parce que je trouve que comme qui a parlé d'attaquer l'islam. J'essaie de le situer historiquement. Attendez, le christianisme en prend pour son grade dans son livre. Je suis d'accord, mais en ce moment, c'est une approche rationaliste du fait religieux. Oui, voilà. Mais juste vous citer un certain nombre de parce que faire une biographie du prophète, c'est tout aussi difficile que de parler du Coran. Voilà, il y a une vraie difficulté et qu'au préalable, si on ne prend pas certaines précautions, c'est toujours assez difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui sont remarquables, qui travaillent sur l'islam, on n'en parle pas suffisamment. Il y a Mohamed Harkoun, qui est un très grand... On n'en parle pas suffisamment, mais je trouve notamment son concept de mytho-histoire décrit assez bien. Mais il a le courage de le faire. Et c'est pas évident quand on... C'est un débat critique qu'on doit avoir, mais il n'est pas... Ou Jacqueline Chabi à Paris 8, qui est prof à Saint-Denis. Je veux dire, il y a des gens qui ont le courage et qui parfois payé de leur vie de travailler sur un texte qui est difficile, parce que bien évidemment, quand on touche à ce texte, c'est toujours... On ne sait jamais quelle réaction on va susciter. Voilà. Alors, une dernière question sur ce débat. Raymond Barre, vous qui avez enseigné et qui longtemps qui avez vécu aussi à Tunis, en Tunisie, et qui connaissez bien l'islam, vous êtes optimiste pour la cohabitation entre l'islam et la République? Oui. Oui. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'opposition fondamentale entre l'islam tel qu'il est conçu, c'est-à-dire comme une religion qui fait évoluer les esprits. J'ai vu ça en Tunisie. L'islam n'a jamais été un blocage. Jamais. L'islam devient un blocage lorsque des peuples peut-être un peu moins avancés se mettent à formuler des menaces à l'égard de tous ceux
qui ne pensent pas comme eux. Mais je crois que l'islam doit être accepté comme un fait. Je suis catholique. J'accepte l'islam comme un fait. Et j'essaie de le comprendre. J'accepte le protestantisme comme un fait. Je renie la révocation de l'édit de Nantes. Et je blâme les persécutions, et je blâme l'Inquisition. Tout ça est normal. Une fois que l'on a réfléchi et que l'on a vu comment les diverses religions essaient de servir les idéaux et les objectifs des hommes, plutôt que de les fanatiser. Je suis un ennemi du fanatisme et je crois que le problème devant lequel nous sommes aujourd'hui, c'est d'essayer par tous les moyens d'éliminer le fanatisme. Bon, eh bien, ce sera le mot de la fin du débat. Et maintenant, on va passer au post-scriptum. Eh bien, pour commencer le post-scriptum, le grand moment de cette émission, celui que tout le monde attend, la question catastrophe. Dominique Younes, regardez. Raymond Barre, bonjour. Nous sommes en novembre 2008. Al Gore est élu président des États-Unis et il décide de faire de l'écologie sa priorité. L'économie pétrolière s'effondre, enflammant le Moyen-Orient. Le flux d'immigrés arabes devient incontrôlable. Que faut-il faire, Raymond Barre? Sauver la terre et avoir la guerre, ou maintenir la paix et mettre le monde en péril? Ah, je crois, j'attache beaucoup d'importance à ce que dit M. Al Gore. Et je crois qu'il a raison de mettre l'accent sur ce que l'on peut appeler maintenant la dimension écologique de l'activité humaine. Je suis un économiste et je reconnais que notre discipline n'a pas suffisamment retenu la dimension écologique. Et tout ce qui se fera en ce sens me paraît essentiel. Et la notion de développement durable qui se développe aujourd'hui est une notion à laquelle j'adhère tout à fait. Mais pour le reste, n'ayons pas de vision catastrophique. Il n'y aura pas de catastrophe dans les années à venir. Alors, Raymond Barre, ceci est, comme vous le savez, une émission culturelle. Vous avez un livre à conseiller. Oui, vous m'avez demandé quel était mon coup de cœur. Je vous ai répondu, je vais vous donner mon coup d'esprit, si vous me permettez l'expression. J'ai retenu le livre de Claude Allègre et de Denis Jeanbart, Face au monde. Non, Le défi du monde, oui, par Claude Allègre et Denis Jeanbart aux éditions Fayard. Et je souhaite qu'un grand nombre de Français lisent ce livre. Allègre est un esprit solide, un savant, tout à fait objectif. Et il a passé en revue les problèmes, l'écologie, la démographie. Il a examiné les grands acteurs. Et Dieu sait si on en voit apparaître maintenant, pas seulement la Chine et l'Inde, qui a la mode du jour, mais tous les pays qui émergent et qui vont émerger de plus en plus. Alors, le coup de cœur de Raymond Barre, donc, c'est Le défi du monde par Claude Allègre et Denis Jeanbart aux éditions Fayard. Le coup de cœur de Tarek Ramadan? C'est le livre de Yann Buruma, On a tué Théo Van Gogh, aux éditions Flammarion. Un livre extrêmement intéressant sur les tensions nouvelles en Hollande après la mort de Théo Van Gogh et avec une énorme, une profondeur, une sensibilité, une vision globale de l'ensemble de la problématique et des tensions qui touchent tous les pays européens à partir de l'exemple hollandais. Jeannette Bougrabe? Eh bien, c'est l'ouvrage de M. Barret, L'école et la République, chez Fayard, parce qu'on parle beaucoup de l'école et je trouve que l'approche qu'il a, le diagnostic et les solutions qu'il propose sont des pistes relativement intéressantes pour résoudre aujourd'hui les maux de l'école. Jean-Paul Briguelli? Je voulais donner un coup de cœur, et alors là au sens pur du mot cœur, de l'autre côté de l'esprit en quelque sorte, l'ordre supérieur au fond de la charité, comme disait Pascal, pour Visitation de Claude-Louis Combet chez José Corti. Alors mon coup de cœur à moi, c'est le dictionnaire amoureux du vin de Bernard Pivot. Ça se boit, ça se déguste, c'est formidable, c'est drôle, c'est passionnant, on apprend plein de choses, notamment sur la guerre entre le Bordeaux et le Bourgogne. Raymond Barre, vous qui avez une bonne descente, vous êtes Bourgogne ou vous êtes Bordeaux? Non, moi je suis Bordeaux.
Ouais. Eh ben, je vais vous l'offrir, hein, ça va vous plaire. Avec plaisir, surtout Pivot. Ouais. Donc le Savoureux, le savoureux. Dictionnaire amoureux de Bernard Pivot aux éditions Plomb. Je rappelle les titres de vos livres. Alors Tarek Ramadan, Muhammad, vie du prophète, aux éditions Presse du Châtelet. C'est un livre très instructif qui se lit d'une seule traite. Jeannette Bougrabe, on attend vos livres. Vous avez déjà écrit beaucoup, vous avez beaucoup de travaux universitaires, mais enfin, Oui, on attend le livre qui ne saurait politique. tarder. Jean-Paul Briguelli, Une école sous influence, ou Tartuffe Roi, c'est aux éditions Jean-Claude Gazievitch. Et puis, L'école face à l'obscurantisme religieux. Hein, c'est un livre document aux éditions Max Milo. Et puis enfin, pour aller plus loin avec Raymond Barre, c'est sorti déjà il y a quelque temps, mais ça n'a pas vieilli. Raymond Barre, Entretien, aux éditions Flammarion. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine.